Bien, merci beaucoup au professeur Laborde. Merci aussi d'avoir tenu dans des temps brefs, finalement, pour traiter de questions aussi considérables. Il nous reste un petit quart d'heure pour une discussion que je vais essayer de conduire, parce que, après vous avoir écouté attentivement, j'avais quelques questions. Alors, à vous deux, mais aussi à nos collègues qui sont intervenus en début de matinée. Et peut-être en remontant, puisque Jean-Pierre, tu es encore dans le bain de l'oralité, sur les sociétés de secours mutuels, je me demandais quelle était la place des bases affinitaires dans leur constitution, parce que l'on voit bien que dans ce mouvement que tu as si finement décrit, ce glissement qui va de l'adhésion à l'affiliation et à l'assujettissement, donc vers une contrainte qui donne cette figure un peu ambiguë de l'État social, qui est à la fois une manne céleste dont on attend tout et en même temps qui est considérée comme la source de prélèvements obligatoires insupportables, et souvent dans la même personne va pouvoir tenir les deux mêmes discours en même temps. Par comparaison, la tradition mutualiste, avec tout ce qui l'accompagne, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler du proudhonisme et le rapport de Proudhon au droit aussi, c'est un sujet en soi sur lequel il y a d'ailleurs des sources intéressantes. Mais il y a l'idée de, je dis base affinitaire, faute de mieux, c'est-à-dire il y a l'idée d'un lien personnel, et dans ta conclusion, tu évoquais le passé d'un faire ensemble à un débattre ensemble. Bon, on est un petit peu... On est passé du faire ensemble à un équivalent monétaire. Est-ce que le débat pourrait être vraiment un substitut du faire ensemble? Je ne sais pas. Mais sur cette dimension de lien personnel qui était inhérent à l'idée de mutualité, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Et l'autre question, à condition de répondre très brièvement, parce que j'évoque juste plutôt des sujets qui est de grande actualité, c'est les choix qui viennent d'être faits par le législateur et par les partenaires sociaux d'abord, face au reflux de la couverture dans le domaine de la maladie par la sécurité sociale, d'avoir une sorte de système hybride où on a une obligation, mais une obligation de s'assurer, ouverte au marché. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans ces mouvements les plus récents une remise en cause des constructions dont tu as décrit l'historique? Alors, sur la première question, si je reprends l'exemple bordelais en m'appuyant sur le travail de Yann Delbrel, sur la première question, effectivement, il y avait au moins au départ un lien affinitaire étroit dans les premières sociétés de secours mutuels, qui était généralement un lien professionnel ou d'activité professionnelle, parfois un lien religieux. Mais Bordeaux n'est pas, de ce point de vue, un exemple très significatif parce que si le catholicisme a toujours été très important à Bordeaux, il y a eu aussi... Bordeaux est une ville, et c'est un de ses titres de gloire, très cosmopolite et depuis longtemps. Donc, et qui accueille même des Béarnais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a eu des sociétés de secours mutuels laïques et religieuses aussi bien d'ailleurs protestantes ou juives que catholiques. Le mouvement semble quand même avoir été d'un regroupement sur la fin du XIXe siècle sur des critères plus larges. Ce qui est le plus frappant, c'est que les employés y ont finalement été très fortement représentés, les ouvriers les plus modestes non, et que les employés ont fini par cohabiter avec les classes moyennes et certaines professions libérales. C'est à peu près ainsi que l'évolution des choses s'est faite. Mais ce qui est évidemment frappant, c'est que on ne se contentait pas de solidarité naturelle, puisqu'il était clairement précisé que l'on devait absolument veiller et assister les mutualistes malades, ce qui d'ailleurs était un peu comme dans les visites de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui d'ailleurs était ambigu, puisqu'il y avait à la fois le souci d'être proche de ses semblables, et celui éventuellement de les surveiller. D'ailleurs, certains statuts faisaient obligation de surveiller les risques de supercherie, selon
l'expression qui était utilisée. Sur le deuxième point, oui, je pense que dans le premier alinéa de l'article 111-1, on voit tout de suite, et je l'ai fait moi-même, la solidarité. On ne tient pas assez compte du premier mot qui est l'organisation. Fondamentale. Alors, je n'ai pas parlé de la sécurité sociale en tant qu'organisation. Dans un écrit qui va bientôt être publié, je distingue la sécurité sociale horizon et la sécurité sociale organisation. J'ai parlé de la sécurité sociale horizon dans le premier point de mon propos, mais la sécurité sociale a été fondamentalement, en 1945, une organisation au service d'un objectif, et c'est en effet ce qui est mis en cause dans les tentatives européennes actuelles, même si l'affiliation obligatoire reste évidemment liée à la solidarité, même si dans sa décision de mars 2011, la CJUE, dans l'affaire AG2R, fait référence au degré élevé de solidarité de l'assurance fournie dans le cadre par AG2R dans le cadre d'un accord collectif avec les boulangers. Je pense que l'affiliation obligatoire ne sera pas remise en cause. Ce qui est peut-être en danger, en effet, c'est l'organisation spécifique de la sécurité sociale en France. Non pas que cette organisation soit appelée à disparaître, je ne le crois pas, mais peut-être dans la mesure où elle serait appelée à tolérer la présence et le côtoiement d'autres organisations différentes. Là, je pense qu'il y a un problème tout à fait réel. Et je trouve que dans l'organisation de la sécurité sociale, enfin dans le premier alinéa de L111-1, le premier mot est tout à fait important. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour Pierre Mussot sur son exposé, puisque nous savons le poids très considérable qu'a eu la dichotomie instaurée par Durkheim sur ces deux formes de solidarité. Alors, n'y a-t-il pas eu une critique de cette vision binaire de la solidarité, et notamment chez Mauss? Ça serait intéressant peut-être d'y revenir, parce qu'on est passé du fait aussi de la brièveté du temps dont vous disposiez, de l'exposé de Durkheim à Donzelot et à mon collègue Rosan Vallon, mais il y a eu d'autres auteurs aussi considérables entre les deux, je pense notamment à Marcel Mauss. Oui, effectivement, j'ai fait le saut. Mais j'ai oublié le neveu. Mais je pense qu'il y a chez Mauss s'est intéressé à la sécurité sociale, enfin, ou aux assurances sociales. Je ne connais pas les textes de Mauss. Enfin, je ne les ai pas regardés pour l'exposer. Mais je pense que ce qui est important pour moi entre Mauss et Durkheim, c'est que Durkheim bâtit finalement toute sa conception de la société sur la solidarité. Alors que, me semble-t-il, chez Mauss, la solidité de la société repose sur la question du symbolique. C'est ce que j'ai voulu essayer de montrer. Et que la dimension symbolique de la solidarité n'est pas suffisamment, n'est pas établie, et qu'elle est beaucoup plus de l'ordre de la technique, du signe, comme j'ai dit, de la représentation, que d'un statut symbolique. Et je pense que ce serait sur cet aspect-là qu'il faudrait reprendre le dialogue Mauss-Durkheim. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi à l'occasion de l'exposé d'Danuta Liberski. Alors, comme j'ai encore le temps, j'en profite. André Pichot pensait pouvoir se reposer. Je vais l'accabler quand même d'une question. Bon, je crois que beaucoup de personnes dans cette salle connaissent vos écrits sur l'histoire de l'eugénisme, c'est-à-dire la façon dont, à certains moments, on a indexé dans de très nombreux pays des lois nouvelles sur ce qui était
présentées comme des vérités biologiques et scientifiques. Ce sont des sujets sur lesquels, d'ailleurs, il y aura l'occasion de revenir au Collège de France dans le cadre du colloque de rentrée en octobre. Et ça a été notamment le cas des législations eugénistes qui étaient présentées à l'époque comme la voie du progrès. Enfin, être contre les lois eugénistes, c'était être anti-science. De même peut-être d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, lors de la célèbre controverse sur la vaccination, il y a eu aussi une division parmi les philosophes, même si les gens devaient mourir, c'était le progrès de la science de vacciner tout le monde. Alors je me demandais s'il y a un lien qui peut être fait entre les représentations biologiques que vous avez exposées et puis ces législations eugénistes. Est-ce que ces législations étaient perçues comme un moyen de maintenir une certaine ou une expression d'une solidarité de groupe? Je ne pense pas qu'il y ait un lien, si vous voulez, un lien direct, mais il y a un lien, je dirais, général. On a l'habitude, par exemple, de caractériser le XVIIe siècle, c'est le siècle de la mécanique de Galilée et Descartes. Le XVIIIe, c'est le siècle de la physique newtonienne. Le XIXe, du déterminisme de Laplace. Le XXe, c'était le siècle de Darwin. Incontestablement. On pense toujours que le XXe siècle, c'est le siècle de Einstein ou de la relativité, comment il s'appelle, Planck et compagnie, de la mécanique quantique. Non, pas du tout. La physique du XXe siècle, elle est restée dans la physique. Elle n'a jamais débordé dans l'idéologie, ou pratiquement pas. Ce qui a débordé dans l'idéologie au XXe siècle, c'est le darwinisme. Le darwinisme a été omniprésent. Alors, que ce soit tel texte ou tel autre, finalement, c'est difficile à situer. Mais il y a eu une diffusion générale de ces idées, et c'est par là que ça vient. À mon avis, les textes que j'ai cités, ceux de Wallace, ceux de Kropotkin, etc., s'inscrivent tout à fait, ou de Gombrowicz encore pire, s'inscrivent tout à fait dans ce domaine-là, mais on ne peut pas situer, on ne peut pas dire tel point, tel autre. Alors, je préciserai ma question autrement. Est-ce que cette capacité de représentation scientifique à migrer, à acquérir une normativité sociale et juridique, ne sont pas d'autant plus fortes que la théorie en question est faible. Parce que ce que vous avez parlé, c'est du caractère informe de ces représentations biologiques qui peuvent expliquer tout et n'importe quoi, puisqu'elles se déploient sur plusieurs registres contradictoires, alors que peut-être la physique de la relativité se prêtait moins à des fantaisies, à vouloir fonder les lois humaines sur des... Effectivement, ça se prêtait beaucoup moins. L'adhésion au darwinisme est très largement idéologique. Le livre de Darwin lui-même, c'est un livre qui est, franchement, moi je vais me faire incendier, mais c'est un livre qui est très, très médiocre. On en a fait tout un topo, mais Darwin n'a jamais rien compris à l'évolution, c'est ça le pire. Le mot évolution apparaît seulement dans la 6e et dernière édition de l'origine des espèces, et une seule fois. Mais en revanche, ça a été interprété immédiatement comme une théorie d'évolution. Mais Darwin a écrit l'origine des espèces, pas l'évolution des espèces. Donc il y a tout un nuage idéologique qui est autour de ça, qui est à peu près impossible à dissiper. C'est vraiment une entreprise énorme. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect peu... je ne veux pas dire peu sérieux, mais enfin peu scientifique de la chose a beaucoup joué. Le darwinisme a été vraiment sauvé. Pendant 50 ans, il a été très contesté. Il a été sauvé par l'invention de la génétique au début du XXe siècle. Mais de 1859 à 1915, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment bien solide, ce qui était contesté. Merci beaucoup. J'aurais eu d'autres questions, notamment à M. Revel, pour lui faire des parallèles entre ce qu'il nous a dit sur la façon de communier dans les choses sacrées avec ce qui est dans l'histoire des juristes, la première définition du droit public, qui a à voir aussi avec les choses sacrées. Mais alors je laisse ces développements pour cet après-midi. Donc nous nous retrouverons, nous allons terminer à l'heure précise, et nous essaierons de recommencer également à l'heure précise, c'est-à-dire à 14h30, dans cet amphithéâtre. Demain, nous serons plus à l'aise, puisqu'en principe, nous pourrons disposer de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, où là, nous serons même, il y aura des places couchettes presque pour ceux d'entre vous qui le...
Voilà.